C'est parti. Ok, bonjour à tous. Alors, il est 14h03 et nous allons donc pouvoir commencer ce webinaire qui a pour objet de vous présenter les mesures d'exception des formations de certification, des diplômes des métiers du sport et de l'animation. Donc, comme vous avez pu le constater lors du message envoyé vendredi, il y a donc un arrêté qui a été signé. Cet arrêté n'est pas encore publié formellement au journal officiel de la République française, mais il nous est apparu essentiel, déjà parce que le ministère nous l'a autorisé, mais il nous a paru essentiel de vous transmettre rapidement cette information, de vous la présenter oralement pour que vous puissiez vraiment bien comprendre toutes les dispositions avec l'organisation de ce nouvel outil qui est un webinaire. Alors, c'est une première pour moi, c'est une première pour beaucoup voilà, de collègues et d'agents de la direction régionale. C'est peut-être aussi une première pour vous. Donc, nous allons tester ce nouvel outil. N'hésitez pas à interagir en posant vos questions donc à l'aide soit du chat, mais surtout du module de questions-réponses. Alors, il s'agit surtout de poser des questions transversales pour qu'on puisse effectivement répondre pour l'ensemble des mentions, pour l'ensemble des diplômes, pour l'ensemble des mentions. Si vous avez des questions plus spécifiques à votre diplôme, à votre mention, à ce moment-là, c'est de vous orienter vers le conseiller en charge du suivi du diplôme. En fonction du temps, nous pourrons prendre donc, si on n'a pas répondu à l'ensemble de vos questions dans notre présentation, nous prendrons le temps donc de prendre quelques questions écrites pour y répondre. Dans tous les cas, nous nous engageons à répondre à l'ensemble des questions que vous aurez posées par écrit dans le cadre d'une foire aux questions qui sera ensuite diffusée sur notre site internet de la direction régionale. De la même façon, ce webinaire sera accessible, on va dire, il est enregistré, il sera accessible donc sur les plateformes que vous avez l'habitude d'utiliser pour communiquer avec le conseiller. Voilà. Alors, pour les questions d'ordre très technique, justement pour se familiariser avec ce nouvel outil, et puis aussi pour vous présenter les différents intervenants dits conférenciers, je vais passer la parole à Mathieu Lacroix qui va se présenter et qui va vous donner quelques consignes très techniques. Et ensuite, je passerai la parole donc aussi aux autres conférenciers, Christophe Charin et Laurent Dupuis, pour qu'ils se présentent et nous pourrons ainsi commencer notre programme. Mathieu? Oui. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais vous donner quelques informations concernant les aspects techniques de ce webinaire. Donc, nous sommes 65 spectateurs. Vous êtes 65 à être connectés actuellement. Donc, si vous voulez interagir avec nous, plutôt que de vous donner la parole au niveau de l'oral, on a choisi 2 modes de communication. Vous avez un petit module de conversation, donc vous pouvez envoyer des messages à toute l'équipe des conférenciers ou vous pouvez interpeller directement vos interlocuteurs grâce au module de conversation qui est noté dans le logiciel Zoom. Sinon, vous avez la possibilité d'utiliser le module questions et réponses du webinaire. Donc, je vous invite, si c'est des questions plus techniques qui peuvent intéresser tout le monde par rapport aux UC du BPGEPS, du DE ou du DES, n'hésitez pas à formuler vos questions écrites dans le module questions et réponses. On pourra y répondre soit à l'oral, soit en répondant à l'écrit. Voilà. Et tout ça sera archivé et donc sera publié sur le site de la DRDGSCS. Donc voilà, ce webinaire, bien sûr, est enregistré. Vous pourrez utilement le reconsulter si besoin et je mettrai à votre disposition le support de la présentation qui sera disponible au format PDF. Donc voilà. Donc moi, c'était Mathieu Lacroix, conseiller plutôt en charge de tout ce qui est les activités aquatiques et la natation, la gym et les questions de cyclisme. Je vais laisser mes collègues se présenter aussi.
Bien, bonjour à tous, Christophe Charin, collègue de la DRDJSCS également sur le site de Limoges, du service formation, et j'accompagne plus particulièrement les organismes de formation du canoë-kayak, du golf, de la pêche de loisirs, et je suis également responsable d'actions plus transversales, quels que soient les diplômes. Et d'ailleurs, je reconnais un certain nombre d'entre vous, en tout cas je reconnais les noms, puisque on est interlocuteur via le MOOC des évaluateurs. Voilà. Merci Christophe. Alors maintenant c'est Laurent. Bonjour, Laurent Dupuis, je suis conseiller à la direction régionale jeunesse et sport Nouvelle-Aquitaine, site Bruges, et plus particulièrement conseiller sur les formations de l'activité de la forme, donc le BPAF et le DEHMDA, et ainsi que le surf et la pelote basque. Voilà. Bien. Ok, alors merci avant toute chose à vous tous de vous être inscrits sur ce webinaire. Je voulais aussi vous délivrer un message de la part du directeur régional qui s'excuse parce que pour des questions là, de disponibilité liées à une mission parlementaire sur la gouvernance du sport, il n'a pas pu se joindre à nous et il aurait souhaité ouvrir ce webinaire. Pour en tout cas vous remercier très sincèrement des efforts et de toute l'ingéniosité également que dont vous faites preuve encore aujourd'hui pour assurer la continuité pédagogique auprès des stagiaires et tous les efforts d'accompagnement et de soutien des stagiaires. Il souhaite également vous transmettre un message de soutien pour vous aider et vous accompagner pour les semaines à venir, voire les mois à venir, pour que vous aider à accompagner au mieux les stagiaires et à organiser ces certifications. Donc, il a d'ailleurs indiqué qu'il souhaiterait en tout cas particulièrement communiquer avec vous par courrier, puisqu'il n'a pas pu le faire voilà, à cette occasion. Alors, pour revenir, on va dire, sur le programme de cet après-midi, puisque nous avons 1h15 voilà, ensemble pour vous présenter donc, ces mesures d'exception. Nous allons voir 5 sujets ensemble pour vous présenter donc, ce programme. Nous aurons un premier sujet qui sera lié donc, aux conditions de reprise de l'activité. C'est un sujet qui est très attendu. Il y aura vraisemblablement beaucoup de frustration parce que malheureusement, nous ne pourrons pas vous apporter de précision. Donc, on va somme toute tenter de vous apporter les éléments d'aide à la décision. Un deuxième sujet concernera donc plus particulièrement donc, les mesures d'exception qui sont présentées donc, dans le cadre de l'arrêté du 6 mai. Et ces mesures d'exception se déclinent sur 3 modalités. Les mesures d'exception qui seront donc sur les sessions de formation en cours, donc ça sera notre 3e sujet. Deuxième modalité, les mesures d'exception qui concernent les modalités de certification avec les UC transversales et les UC de spécialité. Et enfin, donc, nous aurons un 5e sujet qui concernera donc les mesures d'exception concernant les sessions à venir, donc tout ce qui est lié au TEP et aux modalités d'inscription. Donc voilà le programme. Donc, comme indiqué par Mathieu, vous avez la possibilité de l'inscrire aux questions donc, sur l'outil Q&R pour qu'on puisse ensuite y répondre par écrit, et on en prendra quelques questions à la fin également auxquelles on pourra répondre, mais on s'engage, comme on vous l'a précisé, à vous transmettre des réponses écrites
est diffusée sur le site internet. Alors, premier point concernant les conditions de reprise, donc Mathieu. Donc, le premier point à avoir bien en tête, hein, c'est que les formations professionnelles relèvent du ministère du Travail et non du ministère de l'Éducation nationale. Donc, tous les protocoles ministère de l'Éducation nationale ne s'appliquent pas aux formations professionnelles. Alors, le socle de référence pour les conditions de reprise, c'est le décret du 11 mai 2020, donc, qui prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie dans le cadre de Covid-19, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Ce décret indique les établissements recevant du public qui ne sont pas autorisés à accueillir du public. Et donc, par voie de conséquence, ceux qui ne sont pas mentionnés sont donc autorisés. Alors, c'est pour cette raison qu'une des conditions de reprise est liée à votre classification d'ERP. Ensuite, vous avez, ça c'est le premier, juridiquement, donc les centres de formation sont bien autorisés en fonction, on va dire, de la classification ERP, sont bien autorisés en tout cas à reprendre une activité. Mais cette reprise d'activité est à réfléchir avec la plus grande prudence et dans le cadre d'un plan de reprise de l'activité. Pour cela, plusieurs outils, on va dire, plusieurs outils à votre main. Le premier outil, c'est le protocole national de déconfinement. Alors, je ne sais pas si on peut l'ouvrir. Alors, oui, parce qu'il y a si on peut cliquer je pense dessus pas. en faisant un contrôle non. Je vais essayer par un autre. Ok. Non. Non. Bon. Alors, dans le diaporama, normalement, vous aurez le lien hypertexte qui vous permet effectivement d'aller rechercher ce protocole national de déconfinement que vous trouvez sur le site internet du ministère du Travail. Ensuite, vous avez plusieurs protocoles qui ont été élaborés, publiés et qui concernent plus spécifiquement donc, les activités pédagogiques et techniques propres aux formations des métiers du sport et de l'animation. Vous avez le protocole de réouverture des accueils collectifs de mineurs. C'est le premier protocole. Vous avez ensuite le protocole, les guides du ministère des Sports sur la reprise de l'activité physique et sportive. Vous avez également un protocole qu'on appelle 2S, 2C, qui vous a été transmis par courriel et qui est un protocole qui est relatif au dispositif d'appui à la reprise scolaire, sport, santé, culture, civisme en sortie de confinement et qui est destiné aux fédérations et aux clubs sportifs. Et enfin, le dernier outil à votre disposition qui a été communiqué donc, par le ministère du Travail vendredi ou jeudi soir, mais je vous l'ai communiqué vendredi, c'est la reprise de l'accueil en formation. Et donc, cela concerne donc, les recommandations et conseils à destination des acteurs intervenant dans le champ de l'apprentissage et la formation professionnelle continue. Donc, ce guide vous donne des précisions concernant le choix du public, comment prioriser le public dans vos plans de reprise de l'activité, quel public, selon quelle modalité, formation à distance, formation technique. Donc, il y a beaucoup de recommandations qui sont indiquées dans ce guide. Pour autant, nous sommes toujours en attente d'un guide de préconisation de sécurité sanitaire élaboré par la branche professionnelle.
la branche sectorielle, pardon, élaborée par la branche sectorielle, qui sera également communiquée donc, sur le site internet du ministère du Travail. Ce qu'il faut également avoir en tête, hein, c'est que vous aurez vraisemblablement demain matin ou cette semaine les recommandations du Conseil régional concernant les modalités de reprise également de l'activité, qui sont un relais des protocoles nationaux et pour lesquels le Conseil régional, vis-à-vis notamment des organismes de formation pour lesquels ils assurent un financement, voudra peut-être, je n'ai pas de certitude, à valider les plans de reprise de l'activité. Donc voilà l'ensemble des informations que l'on peut vous communiquer. Je sais qu'elles ne sont pas peut-être suffisamment précises, peut-être pour vous à ce stade. Pour autant, on est dans une reprise progressive, avec prudence, dans le cadre d'un plan de reprise de l'activité en fonction de votre classification ERP et en fonction de vos activités qui sont liées soit à l'organisation des accueils collectifs de mineurs, soit à l'organisation des activités sportives. Le Conseil régional donc, apportera donc, des précisions dans la semaine. Et en tout cas pour nous, pour ce qui nous concerne, on vous transmet l'ensemble des informations dès qu'elles nous sont communiquées par le ministère. Donc voilà ce que je pouvais vous dire concernant les conditions de reprise. Et je vais passer donc à une deuxième slide concernant les principes, les objectifs et les principes généraux des mesures d'exception. Voilà, donc je passe là à un deuxième temps, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ce qui concerne les protocoles de déconfinement et, pour la reprise d'activité, qui concerne le ministère du Travail plus directement. Et là, donc on va passer à la présentation plus spécifiquement donc, des mesures d'exception concernant les formations et les certifications des métiers du sport et de l'animation. Donc avec justement cet arrêté du 6 mai qui prescrit les mesures relatives aux formations professionnelles des diplômes d'État de l'animation et du sport délivrés au nom du ministère des Sports pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Ces mesures exceptionnelles sont limitées dans le temps. Voilà, vous verrez que c'est toutes les sessions, concernant les sessions qui sont organisées et ou débutées, qui vont commencer avant le 1er janvier 2021. Donc, c'est vraiment des mesures exceptionnelles, limitées dans le temps. Elles ont été réfléchies et on va dire rédigées par le législateur pour venir compenser les inégalités issues des conséquences de la crise sanitaire. Donc, elles sont vraiment liées à cette crise sanitaire. Donc, elles n'ont pas vocation à perdurer au-delà de la période de crise sanitaire. Elles ont également été l'objectif de certifier, voire de diplômer, si l'ensemble des compétences requises permettent de diplômer les candidats, mais elles ont pour objectif de venir certifier et diplômer les candidats qui ont acquis les compétences requises aux unités de compétences ou au diplôme. Alors, elles viennent comment? Donc, elles viennent, ces mesures d'exception, elles visent à adapter et aménager les sessions de formation, mais également les épreuves certificatives. 2 points de vigilance. On voit qu'un seul point à l'image avec peut-être au niveau du bandeau. Enfin, moi, je vois qu'un seul point de vigilance, mais il y a bien 2 points de vigilance. Alors, le premier point de vigilance, c'est qu'effectivement, oui, il y a des adaptations, oui, il y a des aménagements,
mais attention de bien être respectueux, de conserver le niveau de compétences techniques et pédagogiques des candidats. Il ne s'agit pas, on va dire, de délivrer des diplômes de moindre valeur. Il s'agit de certifier, de diplômer des candidats qui ont bien un bon niveau de compétences techniques et pédagogiques, mais qui, du fait de la crise, on va dire, n'ont pas réussi à avoir tout leur volume horaire sur les temps d'alternance, ou n'ont pas pu passer les épreuves certificatives telles qu'elles étaient prévues en mars, avril ou mai. Le deuxième point de vigilance, c'est que on a des adaptations et des aménagements sur les sessions de formation et sur les épreuves certificatives, mais attention, les référentiels de compétences restent identiques. Donc, on n'a pas modifié les référentiels de compétences, on a seulement des aménagements possibles sur l'organisation des sessions et sur les épreuves certificatives. Donc, en termes de principes généraux, diapo suivante, en termes de principes généraux, il faut retenir que ces adaptations et ces aménagements qui sont dans cet arrêté sont des aménagements possibles, mais qu'il n'y aura pas de dérogation, on va dire, il n'y aura pas de dérogation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, vous ne pourra pas prévoir d'autres aménagements que ceux prévus dans ce texte. Donc, si ce n'est pas prévu dans le texte, on ne peut pas le mettre en place. Donc, et deuxième principe général, ce sont des aménagements possibles. L'arrêté dit à chaque fois, on peut aménager, on peut adapter. Donc, ce n'est pas obligatoire d'adapter, c'est adaptable ou c'est aménageable uniquement si c'est utile et pertinent. On va dire avec le seul jalon, c'est le développement des compétences des candidats. Donc, si effectivement c'est utile et pertinent pour les candidats, il faut pouvoir mettre en place ces aménagements et leur permettre d'être certifiés parce qu'ils ont suffisamment développé leurs compétences. Et autre point important de principe général, c'est que l'utilité et la pertinence de ces aménagements est bien sûr à apprécier avec le conseiller de l'ADR. Il va falloir trouver les modalités, on va dire, d'un dialogue nourri et constructif pour avoir une convergence de points de vue sur les aménagements à mettre en place dès lors qu'ils permettent, on va dire, de faciliter l'organisation de la session ou de faciliter l'organisation d'une épreuve, mais tout en conservant, on va dire, les exigences techniques et le référentiel de compétences. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir de ces mesures d'exception, c'est qu'elles vont permettre de la souplesse dans les organisations, mais elles doivent maintenir le niveau des compétences, et tout cela ne pourra se mettre en place que par une application au cas par cas. Donc, sur l'ensemble des mentions de diplôme, l'ensemble des référentiels inscrits dans les arrêtés de mention des diplômes, il faut avoir une application au cas par cas et donc en lien avec le conseiller technique en charge du suivi des diplômes. Alors, Mathieu Lacroix nous demande si on voit bien les questions-réponses. Moi, je vois qu'il y en a 4, mais je n'arrive pas à y répondre forcément. Oui, on y répondra tout à l'heure. Voilà, après. Je pense qu'il y a des interventions qui prévoient les réponses et puis de toute façon, on y répondra. Ok. Je les note. Donc, il y a beaucoup de questions que vous posez dont les réponses seront données par les différentes interventions. Donc, voilà. Et puis, si ce n'était pas le cas, de toute façon, on y reviendra bien. Mais utilisez bien le module de questions-réponses plutôt que
que le module de conversation parce que comme ça, on pourra les archiver et les regrouper dans la foire aux questions. Bien, donc c'était ces premiers points encore introductifs. Donc on va peut-être rentrer un peu plus de façon un peu plus précise concernant donc les différentes mesures. Donc première modalité, on va dire, d'aménagement possible pour les sessions en cours concerne donc le volume horaire, le volume des fins de formation. Donc, ce qu'il y a bien, on reprend à chaque fois on va dire cette recommandation de reprise progressive des stagiaires. Et qui dit reprise progressive dit également reprise, prioriser la reprise des activités pédagogiques qui visent à certifier les candidats, notamment sur les UC manquantes. Il faut aussi qu'il y ait une stratégie qui vise à prioriser donc, la reprise des activités de formation pour les stagiaires sur les UC, notamment 3 et 4, pour les UC de mention, pour que bien préparer les stagiaires dans le cadre de cette reprise d'activité à mettre en place, donc bien les préparer aux épreuves. Alors, somme toute, donc les temps de formation, les volumes de fin de formation pourront être réévalués, toujours en lien avec le conseiller technique, on va dire grâce en tout cas, avec un nouveau positionnement des stagiaires. C'est par un nouveau positionnement ou individuel ou collectif qu'il y aura une possible adaptation des volumes de fin de formation, et toutes les fins de formation qui doivent être prolongées pourront être prolongées notamment sur l'outil forum, donc si besoin et sur demande. On vous demande juste, mais ça c'est prévu par les textes, bien sûr, d'informer la direction régionale sur la modification de vos rubans pédagogiques. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les sessions de formation peuvent être prolongées si besoin, que les stagiaires qui n'ont pas pu faire l'ensemble de leurs heures, leur semaine en structure d'alternance, il convient voilà, de pouvoir réévaluer les volumes de fin de formation, mais sur la base et uniquement sur la base d'un nouveau positionnement et en lien avec le conseiller. On passe, voilà, je passe la parole à Mathieu Lacroix, donc pour vous indiquer maintenant les mesures qui concernent les épreuves certificatives, et une première série de mesures concerne donc les modalités de certification sur les UC transversales. Alors, donc par rapport à ces modalités de certification, donc là, on s'appuie donc sur l'article 6, l'article 6 de l'arrêté du 6 mai 2020. Dès qu'il sera passé au journal officiel, on pourra donc appliquer ces différentes mesures. Et ces mesures, donc, elles concernent les différents diplômes. Elles concernent donc les BPGEPS, puisqu'ils sont visés par l'article A212-47-3 du Code du sport. Donc voilà, ça concerne les BPGEPS éducateurs sportifs et les BPGEPS animateurs. On a aussi les DE qui sont concernés. Donc dans le cas par exemple du DE perfectionnement sportif qui est visé par l'article A212-52 du Code du sport. Et on a aussi les DES qui sont concernés. Le texte prévoit aussi des adaptations pour les UC 1 et 2 du CPGEPS, le nouveau diplôme du ministère des Sports.
Donc, il y a des dispositions particulières. Je ne reviendrai pas dessus parce qu'on a peu de formations qui sont commencées. Mais en tout cas, ma collègue en charge de ce dossier aussi pourra vous renseigner sur les modalités de l'article 6 qui prévoit des dispositions pour les UC transversales du CPGEPS. Donc, voilà pour les diplômes qui vont rentrer dans ce cadre-là. Alors, donc, par rapport aux modalités de certification, donc, dans ces différents diplômes, il est question d'un projet. Et là, donc, on a une modalité nouvelle et particulière qui est mise en place. C'est que le projet, il doit être réalisé ou réalisable, hein. Ça veut dire qu'il n'est plus obligatoirement et plus nécessairement réalisé. Il y a la notion de réalisable qui est inscrite dans le texte et il doit être ancré dans la structure d'alternance pédagogique. Donc, ce n'est pas un projet qui serait décontextualisé de la structure d'alternance, c'est un projet qui va bien s'ancrer dans la structure d'alternance. Donc, ce projet, il devrait être suffisamment avancé ou suffisamment développé, hein, pour qu'il puisse être évalué, hein. Donc, concrètement, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui permettent d'évaluer notamment l'atteinte des objectifs intermédiaires de premier rang et de deuxième rang, tout du moins les premiers. Il faut que concrètement, dans le cadre du projet d'animation du BP, hein, par exemple, on ait un certain nombre d'éléments relatifs à la communication, relatifs au montage financier du projet, par exemple des budgets prévisionnels de produits. Il faut qu'on ait un certain nombre d'outils et d'éléments pour pouvoir l'évaluer. Donc, ce n'est pas forcément donc, un projet réalisé, ce n'est pas forcément un projet réussi, c'est un projet qui a été réfléchi, qui serait quelque part prêt à être mis en œuvre. Il y a la possibilité donc d'organiser l'épreuve en visioconférence. Donc, l'épreuve, habituellement, elle était faite en présentiel. Donc, en raison des conditions de la crise sanitaire, il est tout à fait possible, hein, comme ça peut se faire des fois pour les validations des acquis de l'expérience, de faire l'épreuve en visioconférence, hein, le stagiaire étant chez lui avec son matériel informatique et avec son projet qu'il peut présenter à l'oral et en utilisant un partage d'écran, et les jurys étant aussi connectés, hein, chez eux et évaluant le travail du candidat. Donc ça concerne les sessions qui ont commencé avant le 1er janvier 2021 et ces dispositions dans l'arrêté, elles sont valables jusqu'au 1er janvier 2022 avec quelques précisions, hein, pour les formations qui commenceront plus tard. Alors, quelques précisions concernant l'évaluation à distance, hein. Vous avez, en tant qu'organisme de formation, je le sais, mis en place des formations à distance avec des outils numériques divers et variés. Par rapport à la certification, c'est un autre stade du travail à distance. Donc, on a mené au niveau de la direction régionale une expérimentation avec un organisme de formation pour tenter de mettre en place le protocole de certification à distance des UC1 et 2, hein, et depuis, on l'a autorisé à d'autres organismes de formation. Donc, ce que l'on a appris avec cette expérimentation, c'est déjà que l'égalité de traitement, elle est préservée, même si au sein d'une même session, certains candidats ont bénéficié d'une certification en présentiel, alors que d'autres ont bénéficié d'une certification en visioconférence. On a posé la question aux juristes du ministère des Sports et on a eu cette réponse sur la préservation de l'équité de traitement. Et en tout cas, par rapport à la certification en visioconférence, on a un certain nombre de choses qu'il a fallu encadrer. C'est notamment le fait de la vérification de l'identité du candidat. L'organisme de formation, quand il organise une certification à distance, pour des questions de sécurité, hein, pour sécuriser l'épreuve de l'examen, doit s'assurer que celui qui est en face de la caméra est bien le candidat avec sa bonne identité. Donc, comme pour un examen en présentiel, hein, il y a une procédure donc, de vérification de l'identité du candidat au travers d'une pièce d'identité.
en l'occurrence par exemple la carte d'identité que le candidat peut montrer devant la caméra pour que les membres de la commission d'évaluation puissent vérifier que celui qui est en face est bien celui qui est marqué sur le document, sur la pièce d'identité. On doit aussi formaliser l'accord écrit des candidats. Ça, c'est indispensable. Il faut solliciter tous les candidats pour leur demander par écrit, par exemple par email, de donner leur accord pour faire la certification en visioconférence. Et expliquer aux candidats qu'ils sont en droit de refuser cette modalité de certification, mais que ça, du coup, ça peut entraîner un report de certification lorsque les conditions seront réunies pour que le candidat puisse le faire dans son organisme de formation. Donc, ça peut être un report au sein de la même session de quelques semaines, ou alors ça peut même être un report sur une autre session si le calendrier ne permet pas de le faire sur la même session. Ça, c'est aussi quelque chose qui est envisageable si le candidat n'est pas d'accord ou n'a pas les moyens techniques, pas d'ordinateur, pas de connexion Internet ou pas la possibilité de suivre cette certification à distance. Donc, il convient aussi, quand vous allez convoquer les candidats pour faire les entretiens à distance, comme pour un entretien en présentiel, j'ai envie de dire, mais de formaliser par écrit la convocation, donc dire que vous êtes convoqué à telle heure pour suivre l'entretien, préciser par exemple le lien pour se connecter sur la plateforme à distance pour faire l'entretien, que le candidat ait le temps de tester son matériel, notamment je pense au partage d'écran et aux modalités techniques, sa caméra, son micro, qu'il sache qu'il y ait un petit temps pour régler les aspects techniques. Et il faut aussi prévoir l'interruption de communication lors de l'entretien. Donc, on pourrait évoquer deux cas. Une interruption temporaire, par exemple, le candidat est déconnecté et il se reconnecte aussitôt, et auquel cas l'entretien peut reprendre. Donc là, on pourrait prévoir, il faut prévoir de noter sur le document support de l'évaluation, qui sont les grilles habituelles, de noter qu'il y a eu une suspension d'entretien quelques secondes pour un problème technique de connexion. Mais aussi, il faut prévoir que l'entretien peut être annulé s'il y avait un problème technique plus important, majeur, qui ne permettrait pas de poursuivre l'évaluation. Autre point important, il est interdit d'enregistrer les épreuves. Alors, ça, c'est la même règle que pour le présentiel. Lorsque l'on fait une épreuve d'examen, l'enregistrement au moyen d'un ordinateur ou d'un téléphone ou d'une caméra n'est pas autorisé. Voilà. Pour des fins pédagogiques ou d'expérimentation, ça a pu être possible dans certains cas, mais la règle générale, c'est on n'enregistre pas les épreuves techniques ou les épreuves d'entretien par rapport à la règle générale des entretiens. Autre point aussi important, c'est que l'ADR peut évidemment exercer son droit de supervision. Donc, il peut dans le protocole que vous avez mis en place entre organismes de formation, jury et conseiller à l'ADR, il peut être prévu que le conseiller assiste en spectateur, c'est-à-dire sans participer aux entretiens. Donc voilà, à quelques entretiens, à tous les entretiens, ou alors que vous pouvez avoir mis en place un plan de contrôle. Il peut y avoir un plan de contrôle qui a été mis en place entre l'ADR et l'organisme de formation pour que le président du jury ou le conseiller puisse assister à tout ou partie des entretiens. Donc, cette modalité de supervision, elle doit pouvoir être mise en place, et il faut prévoir au niveau technique cette possibilité pour vérifier que tout se déroule correctement et dans les règles qui ont été prévues pour ce type d'examen. Voilà les modalités transversales générales que je peux vous dire. Je ne sais pas si Laurent ou Anne, vous avez des choses à rajouter. Sinon, bien sûr, je répondrai après à vos questions écrites, et puis je me tiendrai à la disposition des organismes de formation avec qui je travaille pour aller plus loin sur ces modalités.
Voilà, compte tenu de l'heure, je propose qu'on puisse poursuivre pour dérouler, on va dire, l'intégralité donc des interventions et prendre quelques questions. Il y a quelques questions pour lesquelles voilà, on fait d'ores et déjà des réponses. Et, donc, pour la suite, hein, c'est Laurent voilà, qui va pouvoir présenter les mesures d'exception concernant toujours les certifications, mais cette fois-ci pour les UC de mention ou de spécialité. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. On t'entend bien, Laurent. Parfait. J'ai repris un petit peu la présentation des diplômes concernés de Mathieu pour qu'il y ait une continuité de compréhension. On est dans exactement les mêmes diplômes sur les UC des 3 et 4, on va dire, de manière générale. Donc, passer, Mathieu, à l'autre. Donc là, on a deux options qui sont mises en place avec l'arrêté. L'option que j'ai appelée l'option 1 concerne toutes les sessions ayant permis au 12 mars 2020, donc 12 mars, date de début de confinement, de réaliser les 2/3 du parcours de formation afférent aux UC de spécialité de mention. Donc, dans le 2/3 du parcours de formation, il est bien entendu que l'ensemble des heures sont comptabilisées. Et alors, ou, bien évidemment, l'option 2, c'est-à-dire que c'est toutes les autres sessions, celles qui n'ont pas la capacité à pouvoir atteindre ces environ 2/3 de parcours de formation, qui ont des épreuves certificatives qui devront se tenir avant le 1er janvier 2021. Nouvelle diapo. Alors, si on prend un petit peu en détail l'option 1, cette option permet la possibilité d'avoir recours à une évaluation de contrôle continu. C'est la nouvelle modalité qui est mise en place pour les épreuves comprenant une démonstration technique ou une mise en situation professionnelle. Le petit plus, c'est que la commission d'évaluation, qui peut se tenir éventuellement en présentiel en fonction des disponibilités sanitaires ou toujours en distanciel, sera composée d'un représentant de la structure de l'alternance et prioritairement, si possible, le tuteur, et d'un représentant de l'organisme de formation, prioritairement le formateur des compétences évaluées, celui qui est intervenu le plus grand nombre d'heures. Donc les modalités restent à peu près la même, si ce n'est que la condition du nombre de cycles ou de séquences ou de séances inscrites à l'arrêté du diplôme est plus éliminatoire à condition d'en avoir réalisé la moitié environ. Ça ne concerne pas, pardon, et c'est important, pour les BP, GEPS, LTP et les certificats complémentaires de direction ACM, les 18 jours de direction qui restent eux incompressibles et obligatoires. Ce qui est important aussi, c'est que s'il y avait des documents supports à fournir pour l'évaluation dite classique, pour le contrôle continu, le candidat, à la date que la commission d'évaluation aura fixée pour cette modalité, devra pouvoir remettre aux évaluateurs les supports en temps et en heure par rapport au délai qui était convenu dans la formation initiale. C'est-à-dire, généralement, c'est entre 15 jours et une semaine avant l'évaluation. Diapo suivante. Alors, ce qui est important, c'est que cette évaluation en contrôle continu ne comprend pas d'entretien avec le candidat. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune convocation qui est envoyée au candidat, outre le fait qu'il est prévenu qu'il doit remettre donc à cette commission d'évaluation, à date, les supports sur lesquels le jury aurait éventuellement un avis à donner. Ce même jury est donc composé du tuteur et des formateurs. Par exemple, engage sa responsabilité au regard de l'habilitation accordée à l'OF par rapport à la direction régionale jeunesse et sport. Et ensuite, le document qui va permettre de concrétiser l'avis de cette commission, c'est la grille de certification qu'on utilise généralement et qui a été validée par la direction régionale jeunesse et sport.
Bien évidemment, il existe une possibilité, comme l'a dit tout à l'heure Mathieu, toujours de supervision par le conseiller de la direction régionale de jeunesse et sport, en assistant, sans y participer, aux échanges entre les évaluateurs selon un planning établi par eux-mêmes, en fonction du nombre de candidats à évaluer. Ce qui est important aussi de préciser peut-être, c'est que dès lors qu'un responsable pédagogique entame un contrôle continu, il entame un contrôle continu pour l'ensemble des stagiaires de sa session. Ce n'est pas au choix des stagiaires dans la session, c'est pour tous les stagiaires de la session. Et ensuite, le contrôle continu, il est valable. Il peut être entamé sur l'UC3 et pas sur l'UC4, sur les deux UC ou sur aucun des deux si c'est le choix du public. Les évaluateurs devront se prononcer sur l'acquisition ou non de l'UC en se basant sur le parcours de formation du candidat en centre et en structure d'alternance jusqu'à la date de l'évaluation qu'ils auront choisie. Et pour ça, ils pourront s'appuyer sur tous les documents possibles. C'est-à-dire que, vous pouvez imaginer les fiches navettes du tuteur, les fiches mensuelles, les fiches d'évaluation formative, si l'évaluation formative il y a une mise en place, les travaux rendus durant les dispositifs de continuité pédagogique finement, l'assiduité de l'élève, etc., etc. Prochaine diapo. Excusez-moi. Bien évidemment, cette commission donc, pourra émettre un avis favorable et à ce moment-là, l'évaluation est terminée pour le candidat et éventuellement un avis défavorable. Dans ce cas, l'organisme de formation a une obligation d'organiser une ou deux sessions en présentiel, une ou deux sessions d'évaluation en présentiel, en fonction de savoir si le candidat ou si les candidats et les stagiaires avaient déjà eu une évaluation en présentiel, donc une première évaluation initiale ou pas. Globalement, si j'ai eu une évaluation présentielle et que je suis en rattrapage, que je n'ai pas réussi mon évaluation initiale, je suis en rattrapage, je peux effectuer mon rattrapage en contrôle continu. Si à l'issue de ce contrôle continu, je suis toujours sur un avis défavorable, je pourrais également disposer d'une évaluation en présentiel dès lors que l'organisme de formation sera en mesure de pouvoir organiser. Si par cas, je n'ai jamais eu d'évaluation initiale en présentiel, à ce moment-là, je peux bénéficier à la fois d'un contrôle continu favorable, donc là, je suis validé. S'il est défavorable, j'aurai la possibilité d'avoir donc de nouveau deux séances d'évaluation initiale et rattrapage pour valider mon UC. À savoir aussi, donc, dans ce cadre des séances présentielles, les conditions de présentation restent les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une obligation formelle d'avoir rempli l'ensemble des séances ou des cycles, et éventuellement, même dès lors que j'aurai atteint le seuil de la moitié environ des séances ou des cycles, je serai susceptible de pouvoir être évalué. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on laisse là aussi, alors on utilise des termes environ, etc., c'est surtout pour laisser la possibilité au responsable pédagogique d'évaluer lui-même et de prendre la responsabilité d'évaluer le niveau des candidats, le niveau atteint par les candidats avant l'option confinement, et ensuite durant les évaluations présentielles à l'issue éventuellement du contrôle. Il est important, dans le cadre de ces retours en présentiel à l'issue du continu, de prévoir un temps de retour en formation en centre et en entreprise avec des délais suffisants pour accompagner le candidat dans l'acquisition des compétences requises, bien évidemment. Et autre élément important à prendre en compte, si les épreuves en présentiel comprennent des mises en situation professionnelle, celles-ci pourront s'évaluer à partir de mises en situation professionnelle reconstituées. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des mises en situation avec certaines adaptations, telles que le lieu, évidemment, hein, si les salles de sport à ce jour sont, par exemple, ouvertes, on pourra avoir une évaluation qui se passe dans le cadre de l'organisme de formation. Même chose par rapport au type de public et au nombre de participants à ce public. Généralement, on demandait à avoir des fois un nombre, par exemple, minimal de 8 ou de 12. Et bien là, évidemment, on pourra avoir des adaptations.
l'important reste que cette adaptation ait du sens au regard du diplôme. Tout ce qui sera mis en place par le responsable pédagogique dans le cadre de ces adaptations devra être validé par le conseiller de la direction régionale au regard d'un préalable à la mise en place de ces évaluations. Diapo suivante. L'option 2, donc, c'est bien évidemment toutes les formations qui comprennent des évaluations certificatives avant le 1er janvier 2021 et qui n'auraient pas, donc, au 12 mars, rempli les conditions des 2/3. Donc là, on est sur une poursuite du parcours de formation en fonction des pratiques autorisées. Donc, comme le disait Mme Daniel Moreau en début de présentation, il faut se tenir au courant de ce qui est possible de faire ou de pas faire. Et ensuite, donc, les épreuves de mise en situation professionnelle peuvent avoir lieu soit en centre, soit en entreprise, à partir d'une mise en situation constituée. Donc, comme je le dis tout à l'heure, en tenant compte des aménagements possibles, le lieu, le type de public et le nombre. Ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à ces UC de spécialité ou de mention, elles ne sont pas ouvertes au diplôme des environnements spécifiques. Il n'y a donc pas de contrôle continu possible. Et également aux UC qui ne sont pas accessibles par le dispositif de l'AVE. Et il y a bien évidemment dans le cadre de la démonstration technique, pas d'adaptation possible dès lors qu'on ne choisit pas le contrôle continu et qu'on reste sur les modalités classiques anciennes. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je pense qu'on ne t'entend pas, Mathieu. Non, je disais que c'était bon pour moi, Laurent, tu avais été clair. Après, après, il y a des questions que tu as répondu à quelques questions qui ont été posées au travers de ton intervention, mais on reviendra sur les questions tout à l'heure. J'imagine qu'il y a des questions. Alors, après, c'était Christophe, je crois, l'intervention. Oui. Alors, pour terminer, je vais vous présenter deux éléments d'information qui, cette fois, concernent des formations qui n'ont pas encore commencé, donc des formations à venir qui commenceraient d'ici le 1er janvier 2021. Premier point par rapport à l'organisation des tests d'exigence préalable. Donc, selon les diplômes, il y en a ou pas. Selon les diplômes, ils sont régionalisés ou pas. Ce qui est sûr, c'est que quand il y a des TEP, les TEP restent obligatoires pour rentrer en formation. Ceci dit, vu le contexte, si l'organisation peut être rendue quand même compliquée par le contexte, et donc il y a un report qui est possible. Et là, évidemment, il faut voir avec chaque conseiller, conseiller qui vous accompagne sur les diplômes, et donc c'est à voir au cas par cas. Ensuite, deux mesures d'exception qui concernent les TEP, organisés avant le 1er janvier. L'attestation de secourisme, notamment par exemple le PSC1, qui jusqu'à présent devait être fourni au moment de l'inscription des TEP. L'arrêté du 6 mai prévoit qu'on peut fournir ce document plus tard jusqu'au jour même des EPMSP, les épreuves préalables à la mise en situation pédagogique. Donc, ce qui fait en général quelques mois de délai. Deuxième aménagement, le certificat médical, alors il reste obligatoire, bien entendu, pour s'inscrire et participer au test d'exigence préalable. Mais il y a une petite modification ou une souplesse qui est accordée sur la validité, et notamment pour le BPGEPS des activités aquatiques de la natation, qui habituellement doit avoir une validité de moins de 3 mois. Là, dans le contexte, la validité doit être de moins d'1 an à la date des TEP. Ensuite, on notera aussi que pour certaines pièces qui sont obligatoires du fait d'autres réglementations, et notamment des réglementations qui sont liées à des raisons de sécurité, là, il n'y a pas d'exception. On pense notamment, par exemple, au permis bateau qui permet de passer les TEP sur certains diplômes des activités nautiques. Voilà, Mathieu, si tu veux bien passer. Merci.
Alors ensuite, les informations qui concernent les inscriptions en formation, donc après l'étape des TEP. Donc là, c'est pareil, il y a un petit peu de souplesse qui est accordée au moment de l'inscription, notamment par rapport aux pièces que doivent fournir les candidats pour s'inscrire en formation. Alors, notamment, un certain nombre de pièces qui concernent les exigences préalables à l'entrée en formation, qui traditionnellement sont données au moment de l'inscription. Donc, par exemple, les attestations de formation au secourisme, hein, le PSC1 dont on a parlé dans la diapositive précédente. Ça peut concerner aussi des attestations qui justifient d'un niveau technique. Je pense aux diplômes, certains diplômes sportifs, et aussi des attestations qui justifient d'une expérience d'encadrement. Et là, c'est plutôt les diplômes du secteur jeunesse. Donc voilà, ça peut concerner d'autres pièces qui seraient prévues par les arrêtés du diplôme. En tout état de cause, pour les pièces qui peuvent faire l'objet d'un report, il faut se référer au texte officiel, à l'arrêté du diplôme, et puis avoir la certitude de cette possibilité avec le référent, le responsable du diplôme à la DRDJS-CLS. Donc ces pièces qui sont concernées par une souplesse, on va dire, notamment le PSC1 ou une attestation d'un niveau technique, le candidat peut ne pas les présenter au moment où il s'inscrit en formation. Néanmoins, il devra quand même les présenter au plus tard, donc le jour des EPMSP, lorsqu'il y en a et qui sont prévus dans le diplôme, ou lorsqu'il n'y en a pas, en amont de tout premier encadrement de public en entreprise. Quoi qu'il en soit, au moment de l'entrée en formation, ou avant l'entrée en formation, lorsqu'il y a un certificat médical qui est prévu par l'arrêté du diplôme, celui-ci devra être fourni. Lorsqu'il y a des tests d'exigence préalable, le candidat devra fournir son attestation de réussite au TEP. Et quand il y a des justificatifs obligatoires liés à une réglementation particulière pour des raisons de sécurité, le candidat devra fournir ces documents avant d'entrer en formation. Donc finalement, pour les formations qui n'ont pas encore commencé, les formations à venir et l'inscription dans ces formations qui débutent avant le 1er janvier 2021, il y a un certain nombre de souplesse vis-à-vis des pièces obligatoires. Néanmoins, il y a quand même des précautions à prendre. Là, c'est la dernière diapositive. Donc les EPMSP sont un moment charnière dans le cursus de formation du stagiaire. Alors ça l'était déjà, bien entendu, parce que pédagogiquement, c'est un moment charnière de la formation. C'est le moment où le stagiaire peut se retrouver face à du public en situation d'encadrement. Maintenant et dans les dispositions dérogatoires jusqu'à la fin de l'année 2021, ce sera aussi un moment charnière puisque ce sera la date à laquelle chaque candidat devra avoir son dossier complet et notamment toutes les pièces obligatoires exigées à l'entrée en formation. Et puis, dernière précaution, là c'est le petit panneau attention, là ça concerne en particulier les diplômes du sport. Il y a certains diplômes, sur certains diplômes, on demande de justifier d'un niveau technique, d'un niveau de pratique à l'entrée en formation. Avec les dispositions la souplesse accordée sur ces entrées en formation, on pourrait avoir des candidats qui rentrent en formation sans justifier de leur niveau technique. Donc ça paraît quand même très, très pertinent de la part des organismes de formation là, de vérifier le niveau technique par des tests de sélection, par exemple. Qui permettent de faire rentrer en formation des candidats qui ont le niveau technique, pour éviter de se retrouver dans une situation un petit peu délicate au moment des EPMSP, d'un candidat qui réussirait ses EPMSP, mais qui aurait du mal à justifier des exigences préalables à l'entrée en formation. Donc pour résumer, sur l'entrée en formation, sur ces formations qui vont débuter d'ici la fin de l'année, il y a un petit peu de souplesse pour rentrer en formation,
Néanmoins, il y a des incontournables, notamment le certificat médical. Et puis, une responsabilité un peu nouvelle liée au contexte pour les organismes de formation, qui est quand même de bien informer les candidats sur la possibilité qu'il leur est faite de ne pas produire tout de suite un certain nombre de pièces justificatives, mais de l'obligation qui leur est faite de les fournir au plus tard le jour des EPMSP. Voilà. Ok. Merci, merci Christophe. Alors, je crois que c'est Anne qui va reprendre la parole pour la conclusion perspective avant qu'on puisse répondre éventuellement aux questions. Oui, là c'est bien parce qu'effectivement on est maintenant bien dans les temps pour avoir bien 25 minutes là, de questions. Alors, donc vous l'avez compris, là sur ces mesures d'exception, de la souplesse dans l'organisation des épreuves, de la souplesse dans les adaptations possibles sur les sessions de formation, ou de la souplesse dans les délais de transmission, voilà. Mais de la souplesse aussi pour, on va dire, notamment sur cette modalité qui est assez complètement nouvelle pour nous, qui est donc une évaluation en contrôle continu par une commission composée seulement de 2 personnes et qui vont apprécier le parcours du candidat. Mais il faut que ce parcours il soit quand même conséquent, donc il faut que ce candidat il ait bien fait au moins les 2 tiers là, de son parcours de formation. Donc avec cette évaluation de contrôle continu, là ça a vraiment pour répondre à ceux qui étaient tout juste en fin de formation, avant le confinement. Donc on voit bien vraiment des modalités qui vont apporter beaucoup de souplesse et qui nécessitent en face de cette souplesse vraiment une responsabilité de l'organisme de formation là, sur les exigences techniques pour présenter les candidats uniquement des candidats qui ont vraiment des compétences, qui ont suffisamment développé leurs compétences, inscrire les candidats, mais en ayant, on va dire, vérifié leur niveau technique, comme l'a évoqué Christophe Charin là, sur les inscriptions. Donc ça va demander effectivement de votre part une plus grande peut-être attention et une plus grande fermeté peut-être aussi vis-à-vis de candidats pour lesquels qui ne seraient pas encore prêts. Fermeté, mais également pédagogie pour leur expliquer qu'ils doivent continuer leur parcours de formation également. Vous voyez, donc souplesse, souplesse. Effectivement, je reprends les termes rigueur, de responsabilité, rigueur et responsabilité des organismes de formation. Et puis beaucoup d'informations et beaucoup d'accompagnement auprès des stagiaires. Et bien sûr, une adaptation au cas par cas en fonction des mentions, parce que tous les diplômes ne sont vraiment très différents. Donc, c'est pour cette raison que, suite à cette présentation, les conseillers en charge du suivi des diplômes vont mettre en place, chacun les concernant avec leurs organismes de formation, les responsables pédagogiques vont mettre en place donc, des échanges selon des modalités qui leur appartiennent, de réunions ou d'échanges plutôt bilatéraux. Mais donc, chaque conseiller va mettre en place des échanges entre les responsables pédagogiques pour travailler sur les mentions du diplôme. Et puis, vous aurez effectivement ensuite à faire des propositions d'adaptation. Donc, des propositions d'adaptation pour vos sessions de formation, mais également pour l'organisation des épreuves que vous devez transmettre à la direction régionale par l'intermédiaire de votre conseiller. Et si ces adaptations modifient la décision d'habilitation, donc ça c'est un point important,
parce que c'est un point important, parce que c'est un point, on va dire, juridique, sur votre décision d'habilitation. Si les adaptations nécessitent de modifier la décision d'habilitation, la direction régionale portera une décision temporaire, hein, puisque les mesures d'exception sont vraiment limitées dans le temps. Donc, ça sera une décision temporaire pour les sessions impactées. Voilà. Alors, Mathieu, je ne sais pas, est-ce qu'on peut… On va pouvoir passer peut-être aux réponses aux questions, je pense. Alors, peut-être déjà par rapport à certaines questions qu'on a résolues, on va Oui. dire peut-être. Hein, Tu veux les reprendre et donner les réponses qui ont été apportées? Oui. Alors, nous avions une question concernant le lien pour connaître la liste des ERP pouvant reprendre leur activité. Donc, la réponse apportée, c'est qu'il s'agit bien du décret du 11 mai 2020 hein, qui indique… alors, ce décret indique pas les ERP qui sont autorisés, il indique les ERP qui ne sont pas autorisés. Voilà. Donc, en creux, il faut comprendre effectivement que, par exemple, les ERP de type R, qui sont donc établissements d'enseignement, ne sont pas autorisés. Par contre, à l'exception donc des centres de formation d'apprentis. Par contre, les ERP de type R, qui sont centres de formation, de fait, ne sont pas listés, donc ils sont effectivement autorisés à accueillir un public. Pour autant, l'accueil du public doit pouvoir se faire en respectant strictement les exigences des protocoles de déconfinement et des protocoles liés à la reprise des activités physiques et sportives, ACM, et les recommandations du ministère du Travail. Donc, il y a un gros travail, effectivement, pour vous d'élaborer un plan de reprise de l'activité en lien avec vos responsables légaux et en assurant, bien sûr, on va dire, en lien avec les équipes techniques, pédagogiques, administratives. Alors, il y avait une question, donc, que faire si le conseiller n'est pas dans la souplesse d'organisation? Alors, la réponse qui est apportée, c'est que le conseiller a un rôle d'accompagnement technique et pédagogique et ses conseils sont précieux. Il connaît bien les exigences du diplôme et ces conseils visent à garantir les exigences techniques des compétences et donc, certes, vous avez des positions qui peuvent être différentes quelquefois parce que les diplômes sont différents, mais je vous invite à, on va dire, entendre, écouter, apprécier aussi bien sûr l'accompagnement de chaque conseiller qui vise d'avoir la meilleure qualité des formations. Et dans le cadre de cette crise sanitaire, notre volonté est de vous accompagner au mieux et dans l'intérêt des candidats. Un délai maximum de prolongation de la formation. Il n'y a pas de… Oui, les textes vont jusqu'au 31 décembre 2020, jusqu'à 7 heures. Concernant donc un entretien, la présence d'un responsable pédagogique en début et fin d'entretien des UC 1 et 2. Mathieu, tu veux répondre peut-être? Oui. Ça, c'est comme en présentiel. Hein, je veux dire, il n'y a pas d'obligation que le responsable pédagogique soit présent pour ouvrir et fermer tous les entretiens. Après, il faut quand même que le responsable pédagogique ait veillé à ce que ces évaluateurs aient une maîtrise suffisante de l'outil de visioconférence pour que tout se passe bien.
Donc, ça peut se faire, mais c'est nullement obligatoire. Voilà. On a une question par rapport aux adaptations possibles pour l'UC4. On peut essayer d'y répondre de manière un petit peu générale. Concernant l'UC4, en fait, quand les épreuves de l'UC4 sont soit des démonstrations techniques, soit des mises en situation professionnelle, et que les 2/3 de la formation se sont déjà déroulés au 12 mars. Donc là, il est possible, comme Laurent Dupuis l'a expliqué, de procéder à un contrôle continu. Il est possible, ou bien de réaliser l'épreuve telle qu'elle devrait se dérouler normalement. Voilà. Alors après, dans les questions, on a si un stagiaire refuse la certification en visio alors que l'ensemble de la cohorte accepte, est-ce que cela va reporter la validation en jury régional pour l'ensemble de la promotion? Là, j'ai envie de dire que, alors ça, c'est une question de Christophe Sauveau. Moi, j'ai eu le cas en natation, hein. On va avoir un jury plénier à la fin de la semaine, enfin à la fin de la semaine prochaine, et un autre fin juin. Donc pour moi, le stagiaire qui refuse la certification en visio pour des questions techniques notamment, hein, c'est son droit. On doit lui reproposer donc une certification dès que possible. Mais si c'est possible que postérieurement, après notre prochain jury et que celui-ci se tient, ça ne décalera pas toute la promo. Hein. Là, on pourra certifier déjà tous ceux qui ont terminé dans les conditions réglementaires leur formation. Et ce stagiaire, il passera dès que possible sa nouvelle certification en présentiel, par exemple, et passera sur le prochain jury. Donc voilà, ça sur les gros jurys, en tout cas quand il y a beaucoup de dates, hein, ça ne remet pas en cause la certification de l'ensemble des candidats. Après, si c'est des jurys où il y a peu de dates, voilà, il faudra voir ça plus en détail avec le conseiller en charge du dossier. Voilà. Je mets que j'ai répondu à la question en direct. Alors, je continue. Il y a aussi une question qui a été posée. Je crois que Christophe y a répondu. Hein. C'est qu'en est-il du BNSSA pour l'entrée en formation BPGEPS AN, hein. Alors là, on rentre dans le spécifique, hein, mais c'est la même chose pour tous les diplômes. On peut répondre généralement à cette question. Hein. Le BNSSA est un prérequis pour s'inscrire au test de sélection du BPGEPS AN, vu qu'il n'y a pas eu de BNSSA de mis en place, hein, puisque les activités de secourisme sont interdites jusqu'au 1er juin. Les examens vont pouvoir reprendre qu'à partir du mois de juin et les candidats ne seront pas forcément entraînés. Donc là, on rentre dans ce que Christophe a expliqué. Hein. Le BNSSA pourra être produit postérieurement jusqu'à la date de validation des EPMSP. Par contre, il est de la responsabilité de l'organisme de formation de bien veiller à ce que les candidats qui vont être sélectionnés aient quand même un niveau en sauvetage suffisant pour réussir le BNSSA, parce que le risque, hein, c'est de faire rentrer en formation quelqu'un qui n'a pas le BNSSA, il commence la formation et arrivé à la date des EPMSP, il n'a toujours pas validé le BNSSA, ce qui poserait un problème. Donc réglementairement, c'est possible de le demander plus tard, à la date des EPMSP, mais vérifiez quand même à l'entrée en formation, hein, que le candidat ait un certain niveau en sauvetage, notamment si vous avez la possibilité d'organiser des tests, ça serait très bien. Peut-être, donc pour continuer sur les UC 1 et 2, donc sur les modalités en visio. Ces modalités en visio, elles sont, on va dire, aujourd'hui permises, liées au confinement, liées à cette période aussi de déconfinement qui, non, on va dire, n'encourage pas et incite à la prudence et n'encourage pas, on va dire, tous les regroupements de personnes. Pour autant, on va dire ces modalités de visio, on est en train de les expérimenter, de les évaluer et elles paraissent pertinentes. Elles étaient déjà utilisées pour les entretiens en VAE, pour des candidats qui étaient éloignés géographiquement. Les textes permettent effectivement d'organiser des entretiens en visio pour des candidats éloignés géographiquement. Donc, on pourra imaginer, après évaluation,
également que cette modalité de vision puisse être maintenue pour des candidats qui seraient éloignés géographiquement, voilà, et pour lesquels, puisque les textes classiques, on va dire, le permettent. Et pour apporter une petite précision donc, à la question concernant la présence des responsables pédagogiques en début et en fin d'entretien, il est clair qu'effectivement, c'est pour des questions d'ordre d'assurer, on va dire, le bon niveau de fonctionnement technique, voilà, mais qu'effectivement, il faut laisser, bien évidemment, donc les évaluateurs délibérer, s'entretenir sur la qualité de la prestation du candidat, et il ne faut pas que le responsable pédagogique puisse intervenir dans les délibérations, on va dire, des évaluateurs. Il y avait peut-être une question à laquelle aussi il y a eu quelques questions qui étaient liées donc, aux grilles de certification concernant donc, l'évaluation du contrôle continu. La grille de certification n'est pas modifiée sur le fond. Les évaluateurs doivent se prononcer sur l'acquisition de compétences avec, on va dire, tout élément utile à leur appréciation. Donc, Laurent Dupuis a évoqué, ça peut être tous les éléments on va dire, de fiches d'évaluation, de formatives, des travaux rendus, l'assiduité, des fiches navettes avec le tuteur, etc. Donc, tout élément utile. Et ensuite, les membres de cette commission doivent se prononcer sur les compétences. Donc, je vous ai indiqué que le référentiel de compétences n'était pas modifié et ne pouvait pas être modifié. Donc, ces grilles de certification sont identiques. Elles ne peuvent pas… alors, elles peuvent être modifiées dans la forme, peut-être, mais puisque c'est on va dire, il faudra bien indiquer que c'est une commission d'évaluation. Mais fondamentalement, donc, les critères relèvent des critères d'évaluation des compétences et restent identiques. Et donc, c'est bien l'ADR qui établit, et c'est bien l'ADR qui a établi les grilles de certification. Les grilles de certification également donc, sont signées, dans le cadre du contrôle continu, de l'évaluation du contrôle continu, sont signées par les 2 personnes de la commission d'évaluation. Alors après, on a un certain nombre de questions très spécifiques. Je vois les questions de la voile d'Olivier Bornet. Donc, comme on vous l'a dit, on les transmettra aux conseillers en charge du diplôme sur la question du nombre de régates qui sont annulées. Voilà. Là, on n'a pas forcément de réponse immédiate et tout de suite, mais en l'occurrence, pour ces questions-là, on les transmettra à Christophe Richalet puisque ça concerne les activités nautiques. On ne vous oublie pas, mais quand il y a certaines questions où on ne peut pas répondre immédiatement. Je vois aussi une question là de Stéphanie Perrochon concernant les modalités de l'UC4 qui ne sont pas des mises en situation professionnelle, ou des démonstrations techniques. Là, il y a la possibilité pour des études de cas, par exemple, ou par exemple une certification dans le cadre d'un QCM, de le faire à distance en visio quand c'est possible, quand les éléments de sécurité sont réunis et quand les conditions techniques le permettent, eh bien, on peut le faire. Après, quand ce n'est pas possible, il faudra attendre la possibilité de le faire en présentiel, quitte à repousser la fin de formation. Est-ce que Christophe ou Laurent, vous voulez commenter vos réponses? Également, je vois que… J'essaie de répondre par écrit autant que faire se peut. On regroupera tout de suite tout ça après. Ouais. Alors, il y a une question que je ne comprends pas, par contre. Quel est le positionnement du coordonnateur pédagogique lors du contrôle continu des candidats ayant réalisé plus de 2 tiers de leur parcours de formation? Je ne comprends pas bien le… Ouais, il faudrait que la personne si la personne peut repréciser un peu.
le choix d'avoir recours au contrôle continu est laissé à l'appréciation du responsable pédagogique dès lors que sa session de formation a atteint les 2/3 environ du parcours de formation. Donc, répondre en même temps à d'autres questions, c'est l'ensemble de la session des candidats, l'ensemble des candidats de la session, dès lors qu'on mobilise le contrôle continu, qui ont accès à cette modalité. Et pour ceux qui auraient des avis défavorables, il y a une obligation pour l'organisme de formation d'organiser en présentiel l'évaluation avec 1 ou 2 passages en fonction des résultats. Alors, on a quelques questions qui sont liées effectivement, on voit avec des candidats d'une même session qui seraient à des niveaux de compétences différents. Donc ça, on va différer un peu nos réponses aussi, voilà, parce qu'effectivement, c'est toute une session, et puis, mais qui doit être proposée ou pas à l'évaluation de contrôle continu. Et il faut voir de quelle façon on peut traiter les cas particuliers de candidats pour lesquels les candidats d'une même session seraient… il y aurait une adaptation du candidat presque par candidat à faire. Donc là, ça semble… Oui, quand même, a priori, le contrôle continu est à l'avantage du candidat, c'est-à-dire qu'il ne peut qu'avoir une chance supplémentaire de pouvoir réussir sa formation et valider ses compétences acquises en amont de ce qui était prévu. Sinon, il a recours à l'évaluation classique, par le présentiel. C'est ça. Alors, je vois une question de Thierry Mandin. Dans le cadre des certifications reconstituées, peut-on se servir des autres stagiaires pour constituer un public, hein? Ça se pose aussi pour les exigences, les EPMSP, puisque des fois, on demande un vrai public pour mettre en place ces sessions. Donc, le texte le prévoit d'avoir recours aux stagiaires entre eux. Hein, mais par contre, on ne peut pas demander, par exemple, à des stagiaires de simuler ou de jouer le rôle d'enfant. Donc, c'est pas le cas général, c'est que c'est pas souhaitable, puisqu'on sait qu'un vrai public est toujours préférable pour des questions pédagogiques. Mais s'il n'y a pas de solution, hein, donc voir avec le conseiller de l'ADR pour qu'on puisse mettre en place cette modalité que les stagiaires jouent le rôle du public avec des sujets qui seraient du coup adaptés. Et pour que les tests, pour que les entrées en formation, les EPMSP par exemple, puissent se mettre en place dans les meilleures conditions. Alors. Sur le même sujet, là, on a une question qui demande des précisions sur ce que c'est que les épreuves reconstituées. Donc, on va aller juste un tout petit peu plus loin. Il y a un certain nombre d'épreuves qui, normalement, se déroulent en structure d'alternance ou en entreprise. Là, le concept d'épreuve reconstituée, c'est que c'est une épreuve qui donc pourrait se dérouler en dehors de ce site traditionnel, c'est-à-dire qui pourrait se situer en dehors de la structure d'alternance, concrètement organisée par l'organisme de formation, dans un cadre que l'organisme de formation choisit, et donc avec un public qui pourrait être différent du public habituel que peut encadrer le stagiaire dans sa structure. Donc un public qui pourrait choisir l'organisme de formation, parmi lequel on pourrait trouver effectivement les autres stagiaires, un groupe de stagiaires d'une autre promotion. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses. L'idée, c'est que là, c'est l'organisme de formation qui va construire la situation d'encadrement, alors que traditionnellement, elle est naturelle dans la structure d'alternance. Ok. Toujours peut-être Olivier Lalande là, qui pose la question effectivement effectivement pour les candidats dont les 2/3 de la formation environ au 12 mars.
qui ont effectué donc les 2/3 de leur formation environ aux 12 mois, donc c'est 2/3 du parcours de formation afférent aux UC 3 et 4. Hein. Donc il faut qu'ils aient fait 2/3 de la formation, mais sur le parcours afférent aux UC 3 et 4, peuvent bénéficier effectivement d'une évaluation en contrôle continu. Et la commission d'évaluation en contrôle continu évaluera le travail des candidats jusqu'au jour de l'évaluation par la commission. Donc la commission, quand elle se réunira, elle va évaluer le parcours du candidat jusqu'au jour où elle se réunit. Ce qui veut dire que pour ces candidats qui ont donc effectué les 2/3 de leur formation afférente aux UC 3 et 4, le travail qu'ils auront effectué pendant la période de confinement pourra être pris en compte par ces membres de la commission. Ok. Alors, on a une question là par rapport aux épreuves de sélection préalables à l'entrée en formation. Est-ce qu'elles peuvent être organisées à distance? Est-ce qu'elles peuvent être organisées alors, j'ai perdu la question. Ouais. Est-ce qu'elles peuvent être différentes de celles qui sont prévues dans le dossier d'habilitation? Donc, alors, effectivement, dans le dossier d'habilitation, il y a un certain nombre de choses qui sont prévues pour plusieurs années. On n'avait pas forcément prévu le contexte très particulier. Donc, on peut imaginer que des épreuves aient besoin d'être modifiées par rapport à ce qui était prévu dans le dossier d'habilitation. Je parle d'épreuves de sélection, hein, attention, je ne parle pas d'épreuves certificatives. Auquel cas, il faut voir ça diplôme par diplôme et bien entendu discuter de ces modalités avec le responsable du diplôme. Après, est-ce que ces épreuves de sélection peuvent être organisées à distance? Je ne vois pas trop. Il faudrait un exemple précis. Là, j'ai du mal à répondre. Si c'est des entretiens, si c'est que des entretiens, pourquoi pas? C'est un entretien oral de motivation, par exemple, de présentation du stagiaire sur la base d'une expérience, d'un curriculum. Ça, c'est possible. On peut le faire par visio, oui, tout à fait. Si c'est à 800 mètres, ça va être compliqué. Ouais, même si je pense à des démonstrations techniques, par exemple, physiques, ça paraît un peu compliqué, quoi. Enfin, bref, voilà, il y a des choses possibles, d'autres non. En tous les cas, il faut voir ça avec le responsable du diplôme. Une question de Chantal Secaldi concernant la position du coordonnateur. Est-ce qu'il peut prendre part à la commission qui évalue le parcours du candidat? S'il est considéré comme le représentant de l'organisation de formation, oui. Il semble que celui qui est peut-être le plus à même, et encore que c'est peut-être le formateur afférent aux compétences évaluées, mais on peut imaginer aussi que le coordonnateur, en tant que représentant de l'organisation de formation et qui a une vue plus large, peut le faire aussi. Ça, il doit être déterminé au regard du choix qui est fait sur le représentant de l'organisation de formation. Une question de Lydie et Labastille. 2/3 du parcours réalisé par rapport au nombre d'heures de formation habilitée ou bien le nombre d'heures minimum nécessaire à un BP, par exemple? Moi, j'aurais tendance à dire 2/3 du parcours de formation habilitée. Oui. Je laisse les collègues réfléchir en même temps que moi. Alors, ce qu'on va peut-être faire là pour toutes ces questions, on va de toute façon aussi prendre le temps de bien, on va dire, vous répondre par écrit. Voilà, parce que certaines questions demandent à être précisées. Donc, on prendra bien le temps de vous répondre par écrit. Il y a des éléments très, très techniques concernant cette commission d'évaluation en contrôle continu qui peut se faire à distance. Alors, effectivement, si elle se fait à distance, la fiche d'évaluation, la grille certificative, la grille de certification doit être signée à distance par un des deux membres. Voilà. On a des modalités qui permettent de faire ces signatures à distance.
Donc là, le conseiller pourra effectivement vous répondre. Et puis peut-être d'ordre assez, puisque je vois que maintenant il est 15h32, de façon générale, vous avez beaucoup de questions qui relèvent, qui sont en lien avec le financement des formations, notamment, effectivement, on vous indique que l'on va pouvoir prolonger les dates de session de formation, mais qu'en est-il des financeurs? Donc, il y a effectivement également beaucoup de questions relèvent effectivement des positions des financeurs, et ce que je me propose de faire, c'est d'être en lien avec le conseil régional pour voir si on peut vous reproposer sous cette même forme à ce moment-là un webinaire, mais qui sera beaucoup plus ciblé sur la question du financement l'action des financements. Parfait. Voilà, donc on verra avec le conseil régional, peut-être qu'ils ont leur propre stratégie également de communication des organismes de formation. Mais en tout cas, je m'engage à pouvoir le proposer au conseil régional. De toute façon, j'ai noté toutes les questions, j'ai fait des captures d'écran. Je pense qu'on va pouvoir les trier et faire en sorte que chaque personne compétente puisse y répondre, et notamment les questions sur le financement. Donc, comme ça, je pense qu'on va pouvoir s'organiser pour que chacun ait la réponse. On a tout noté, toutes les questions résolues, toutes les questions ouvertes. On va pouvoir reprendre ça tranquillement. Je pense que ça va permettre de donner satisfaction dans les prochains jours à tout le monde. Moi, je reviendrai vers les collègues de la natation pour leur donner les réponses à Olivier Lalande, Jean-Michel, etc., pour vous répondre précisément. En tout cas, je vous remercie beaucoup donc, pour votre participation très active, puisque nous avons 57 questions et vous étiez jusqu'à 74 participants. Donc, merci beaucoup pour votre attention, votre participation. Et également, je souhaite remercier l'équipe des conseillers techniques et pédagogiques et l'ensemble du pôle formation de certification qui a préparé ce webinaire. Et merci à Mathieu pour son aide technique, plus précisément également. Donc, je vous remercie et on s'engage donc à répondre par écrit à l'ensemble de vos questions. Donc, comme indiqué par Mathieu, cette foire aux questions sera diffusée sur le site internet de la direction régionale avec l'arrêté et les éléments de consigne. Et le webinaire sera à votre disposition donc sur les autres plateformes puisqu'elle n'est pas publique. On vous mettra le diaporama aussi, un support de l'intervention. Oui, tout à fait. Oui. Allez, bon après-midi à tout le monde et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.